Les taux de crédit ont dépassé aujourd'hui 4% en 2023 et aujourd'hui ils oscillent entre 3 et 3,3%. Est-ce que c'est la bonne chose d'acheter maintenant? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Olivier Toumba qui va nous dire ce qu'il faut faire maintenant et il va nous le dire sans aucun filtre. Bienvenue dans Immobilier sans filtre, cette émission qui est née d'un constat. Au cours de mes accompagnements, beaucoup de personnes me demandaient ou me posaient la question en se disant si je savais, si j'avais su avant d'acheter, avant d'investir. Et à la suite de ça, j'ai décidé de pouvoir commencer ces podcasts où je donne l'occasion de pouvoir recevoir des professionnels qui vont pouvoir nous parler sans filtre de différentes choses, en nous donnant des conseils, en nous donnant des tips pour réussir son investissement, réussir son achat. Et aujourd'hui, une fois encore, nous allons recevoir une personne qui est dans le secteur immobilier depuis plusieurs années. Nous allons recevoir une fois encore Olivier Toumba qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Super, et toi? Super. Aujourd'hui, tu es sans tes lunettes. Exactement. C'est génial. Aujourd'hui, on va parler argent. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'argent. Beaucoup de téléspectateurs aiment savoir, aiment parler chiffres et aujourd'hui, on va vraiment parler sur les chiffres. Allez, Alors, on va commencer par ça. Maintenant, la première question que j'ai à te demander, Olivier, c'est est-ce le bon moment pour acheter? Moi, plutôt, je dirais, il n'y a pas de mauvais moment pour acheter. Parce que, voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait, conjoncture économique et autres. On ne sait pas ce qui nous attend pour le lendemain. Donc, je dis, quand on veut acheter, il faut acheter. Actuellement, on est en plein conflit avec le détroit d'Ormuz, l'Iran, les États-Unis. Les taux augmentent. Voilà, l'économie est un peu fragilisée. Donc, j'ai envie de dire, si vous désirez acheter, achetez. Il n'y aura pas de mauvais moment. C'est seulement dans le futur qu'on pourra se dire oui, mais en fait, en 2026, il y a eu ça. Si j'avais attendu 5 ans après, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, les taux, comme tu as pu le dire, sont entre 3, 3,4, 3,5, voire... Voilà. Mais dans les années 80, les gens empruntaient avec un taux de 10-12%. Wow. Donc, 10-12%. Si ces gens-là avaient attendu en 1988 se dire oui, je vais attendre que les taux descendent à... attendre 2020 que le Covid et que les taux baissent à 1% ou à 1,5%, les gens n'auraient jamais acheté. Donc, il faut acheter. Si on désire acheter, il faut acheter. Et c'est juste après, il faut faire des achats intelligents. C'est juste ça qui fera la différence, où on pourra alors gagner de l'argent. OK. Et lors d'une émission où tu étais invité, tu nous as parlé justement de l'importance de pouvoir se renseigner pour voir sa capacité d'emprunt, aller dans différentes banques, d'aller chez un courtier. D'après ce que toi tu vois dans les marchés actuels, comment s'y prendre de par ton expérience, comment tu t'y prends pour pouvoir acheter au meilleur taux? Comment tu fais cela en tant que jeune investisseur ou primo-acquéreur? Déjà ici en comparant. Il y a des différences majeures quand même entre les banques et entre les banques et les courtiers. Donc déjà prendre le temps parce que rien que déjà sur un taux de 3,3 et un taux de 3,0, il y a déjà une différence. La différence, elle ne va pas forcément se ressentir ici dès la première mensualité de remboursement, mais la différence se fera au bout de 20 ou 25 ans. Donc, je pense que si on peut épargner 75 € sur 20 ou 25 ans, ça fait quand même une sacrée différence au bout de 25 ans. Donc, prendre le temps de bien comparer ici les différentes banques et les courtiers. Ok, super. Et maintenant que tu parles de ça, dis-nous, j'aimerais ici pour les téléspectateurs, dire un peu la stratégie que tu as fait, parce que je sais que tu es pluripropriétaire.
Je sais qu'il y a quelques années, tu avais acheté avec ton épouse un bien. Quelle est la stratégie que tu avais mis en place par rapport à ce bien? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, comme tu l'as dit ici, avec mon épouse, on s'est lancé dans l'investissement immobilier. Je pense que dans un couple, on peut avoir des visions différentes sur certains sujets. On est des individus, certaines personnes pensent une chose, d'autres pensent d'autres. Mais sur l'immobilier, il faut avoir une vision commune. C'est indispensable. En tout cas, quand on décide d'acheter en couple, il faut avoir une vision commune et aller tous dans la même direction. Donc ici, je ne veux pas dire que mon parcours était parfait parce que j'ai fait des erreurs et c'est sur base de ces erreurs-là que j'ai pu me faire mieux, enfin qu'on a pu faire mieux par la suite. Donc ici, sur le premier achat, effectivement, on n'a pas pris le temps d'analyser le marché. Ce qu'on a fait sur le deuxième bien par la suite. Donc voilà, ici déjà, stratégie, si c'est bien ta question, c'est déjà commencer par avoir un panel ici des différents tons proposés. Ensuite, j'ai oublié ta question. Non, ma question était justement par rapport à ton acquisition, à toi, ta première acquisition que tu as fait. Quelle est tu nous as dit qu'il n'y avait pas de stratégie, mais comment est-ce que tu as pu récupérer justement le fait de pouvoir acheter ces premiers biens et partir sur un deuxième bien? Voilà. Alors, merci de m'avoir relancé. Alors, ici, on s'est dirigé vers les travaux qui étaient fondamentaux pour le bien qu'on venait d'acquérir à ce moment-là. Donc, on est parti sur une rénovation. Alors, le bien était habitable, mais il fallait quand même le rénover parce que de mémoire, il était de 1998 ou 95, 95, 98 pour les Français qui nous écoutent. Donc, on a fait le choix de faire une rénovation ici en partant du haut. Donc, on a refait le toit parce que l'isolation était vraiment catastrophique. De mémoire, ce premier bien-là qu'on a acheté, le PEB était E. Donc, il était vraiment très, très mauvais. Donc, on a refait le toit, donc, ce qui permet déjà d'augmenter la valeur du bien parce que l'isolation ici est bien meilleure. On a changé les châssis. Et tout ça, vous étiez dans la maison à ce moment-là? Alors, vous habitiez dans la maison pendant ces travaux? Oui, on était dans la maison. C'était challengeant parce qu'en plus, on était avec les enfants. En plus, on habite loin. Bon, en Belgique, rien n'est vraiment loin, mais en tout cas, on était loin de la famille et des amis. Donc, on a fait les travaux tout en habitant dans la maison, d'une pièce à l'autre. Donc, quand on a fait le toit, on est passé sur les châssis. Des châssis, on a fait le choix de sacrifier une pièce pour en faire une salle de bain parce qu'il n'y avait pas de salle de bain à proprement dit dans le bien. On a changé les revêtements au sol, on a changé la cuisine et on a également refait la terrasse du jardin. Donc tout ça a été fait étape par étape, pas tout en une fois parce que de toute façon on n'avait pas les finances. Et encore autre élément ici, c'est qu'on a fait le choix d'avoir un prêt ici hypothécaire pour la maison, mais le prêt travaux à part. Donc, ce qui permet de pouvoir se dire, OK, le prêt travaux, si je veux, je peux le boucler. Je serre la ceinture pendant 2 ans et je peux boucler. Et je le rembourse totalement. Exactement. Comme ça, on reste que sur le prêt hypothécaire principal. Et d'autre part aussi, ça nous a aiguisé par rapport à l'épargne aussi. Donc, on s'est vraiment discipliné par rapport à l'épargne pour ne pas reprendre un autre prêt travaux. Donc, ça a pris du temps. Hein. Donc, pendant 1 an, on a économisé. On s'est dit, on a déjà un prêt travaux, mais ce travaux-ci, on veut s'autofinancer à ce niveau-là. Donc, on a procédé étape par étape. Et au bout de 5 ans, le bien était fini. Tout en habitant dedans, bien sûr. Mais il y a une forme de satisfaction en se disant, on a été jusqu'au bout du projet. On est parti du point A et on est arrivé jusqu'au bout. Et ça, c'est valorisant. D'accord. Et ici, maintenant, 5 ans, ça a pris 5 ans pour finir le bien. Si on parle chiffre, on se situe où au niveau du bien que vous aviez acheté et celui 5 ans plus tard? Quelle était la plus-value Alors, là, ici, le bien, à ce moment-là, on l'avait acheté aux alentours de 130 000 euros. D'accord. Et on l'a revendu 225 000 euros. Waouh. Donc, en 5 ans. En 5 ans. Alors, il y a certes ici le contexte qui faisait que le bien a pris de la valeur déjà par les travaux qu'on a faits, mais le contexte, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens recherchaient des biens avec jardin, et c'est vrai qu'on avait quand même mis pas mal de budget au niveau de l'extérieur. Donc,
la chose aussi est de pouvoir mettre son bien en valeur. Lorsque on sait qu'il va y avoir des visites, on valorise le bien par la décoration, par l'agencement des meubles et autres. Donc on a rendu notre bien appétissant. On a donné envie aux gens. Vous avez créé le coup de cœur. Exactement, pour que les gens puissent se projeter. Et ça, on a pu le faire parce qu'on habitait dedans. Lorsqu'on a des locataires et qu'on souhaite vendre le bien, où il y a déjà des locataires, c'est autre chose. Un mois de locataires et ce petit goût du détail aussi. Mais voilà, ça a permis d'avoir une plus-value intéressante, ce qui nous a permis de financer l'autre bien. Et puis ensuite, ça a fait un effet de boule de neige. Wow. Et si je me rappelle bien de nos échanges, le second bien était un bien que vous avez acheté. Vous étiez parti alors à ce moment-là. Là, à ce moment-là, c'était une stratégie quand vous avez pris le bien suivant. Oui, c'était une stratégie. On s'était dit, voilà, on s'est fait les dents sur la rénovation. Ça a été un bon entraînement, un bon exercice. On a vu un peu les challenges, quelles étaient les difficultés dans la rénovation, quelles étaient les difficultés simplement dans l'immobilier. Et on s'est dit, ok, super, on a fait une rénovation complète, on sait ce que c'est une rénovation, on sait quels sont les challenges de l'immobilier. Allez, partons sur du neuf. Sur du neuf. Et sur du neuf ici, c'était sur un bien brut, donc casco, donc gros œuvres fermées. Donc il y avait les murs, les châssis, et à l'intérieur, c'était vide. On a tout fait, mais on a fait à notre goût. On parlait lors d'une émission précédente de maison de rêve. C'est possible, oui, quand on fait les choses un peu avec ses envies du moment. Ouais. Et ici, quand tu pars sur une maison casco, comme tu dis, l'intérieur vide, à ce moment-là, comment ça se passe pour les travaux? Comment ça se passe? Est-ce que vous étiez parti encore dans un modèle où vous étiez dedans et vous avez dû faire petit à petit, ou vous aviez directement passé par un entrepreneur qui a tout fait? Exactement. On a fait le choix ici. En casco, c'est difficile de vivre dedans. Donc on a effectivement, pendant cette période-là, on a été vivre chez des amis et auprès de la famille. Mais la deadline était assez courte parce qu'on voulait habiter dedans le plus vite possible pour pouvoir avoir un endroit où vivre avant que la rentrée scolaire commence pour les enfants. Donc là, on s'est positionné en chef de travaux. C'était un projet qu'il fallait accomplir. On a fait le choix de prendre les corps de métier de manière séparée, donc individuelle. On les a rassemblés autour d'une table. J'ai créé un groupe WhatsApp avec mon épouse. On a créé un groupe WhatsApp et on a échangé avec eux. Donc on savait qu'il fallait d'abord que l'électricien commence, ensuite que le chauffagiste, le plombier arrive par la suite, et ensuite le menuisier. Et le carreleur, et donc on a agencé avec le posement de la chape. Voilà, l'électricien est fini. Donc je les ai coordonnés, vu que je savais ce que c'était l'expérience d'une rénovation, et j'ai un peu vu comment est-ce que ça fonctionnait. Là, je me suis dit, ok, voilà, super, ici l'électricien a fini. Tu viens la semaine prochaine, le plombier, le chauffagiste, pour pouvoir faire la suite. Et quand il a fini, ok, super, j'enchaîne sur le menuisier, et je les ai simplement coordonnés pour l'avancement des travaux. Tu as coordonné avec l'expérience que tu avais prise à ton premier bien, tu as pu coordonner tous les différents corps de métier. J'avais justement reçu Eric, qui lui est expert dans le suivi de chantier, et disait justement une des choses à faire, c'est de pouvoir réellement s'impliquer personnellement et pouvoir être préparé. Parce que coordonner les différents corps de métier sans aucune préparation, c'est prendre des devis, dire oui, et le laisser faire ce qu'ils veulent. Mais vraiment, de par ce que tu me dis, faire un groupe, il y avait toute une préparation préalable, et on savait exactement, vous saviez, j'imagine, exactement ce que vous vouliez. Exactement, d'autant plus qu'il y avait un timing, comme je l'ai dit, et on sait que dans certaines activités, corps de métier de l'immobilier, le timing, les échéances sont très importantes, et des fois, il faut systématiquement pousser pour qu'ils puissent commencer à la période, si pas le jour auquel il devait commencer. Ouais. Donc voilà, il y a un mélange d'autorité et comment dire, en tout cas, il faut être flexible. Oui, il faut être flexible. Il faut faire preuve aussi de suivi, de pouvoir être derrière eux pour qu'ils respectent bien
les différents timings que vous avez mis. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, on n'a pas eu disons qu'on n'a pas fait appel à un architecte, parce que là, c'est l'architecte qui s'occupe de tout ça. Il coordonne les différents corps de métier. Donc ici, on a été un peu... on s'est comporté, mon épouse et moi, en chef de projet. Donc là, il fallait que les parties prenantes fassent le travail et ensuite que le projet soit abouti. Et ici, une autre question. Comment commence pour toi le bon investissement? Parce que ici, c'est vrai, tu choisis un bien, tu décides, tu signes l'acte, mais pour toi qui a une certaine expertise, comment est-ce que tu te dis que cette fois-ci, je vais mettre mon argent dans ce bien et tu t'assures que tu es rassuré dans le choix de l'investissement? Comment est-ce que tu fais ça? Je pense qu'on n'est jamais vraiment sûr à 100% d'un bon investissement. Il y a toujours une part de risque, c'est l'entrepreneuriat. Donc il y a toujours une part de risque. En tout cas, au préalable, on peut s'assurer que toutes les cases sont cochées. La localisation, la manière dont le bien... prend de la valeur au fur et à mesure des années. En moyenne, un bien prend une valeur de 2 à 3% peut-être par an, peut-être un peu moins, mais dans tous les cas, il prend de la valeur. Donc, c'est une bonne chose. Quand il est dans une localisation excellente, c'est encore mieux. Et aussi en entretenant ce bien-là. Donc, si on fait en sorte d'avoir eu le meilleur taux possible, je ne vais pas dire un bon taux, mais le meilleur taux possible, qu'on investit en termes de travaux ou qu'on entretient bien le bien et que ce bien prend de la valeur, les choses se font naturellement, j'ai envie de dire. Ok, super Olivier. Si tu devais donner 5 questions que tout acheteur devait se poser avant de signer, quelles seraient-elles? Bon, déjà, ça dépendra en fonction du type de bien qu'ils veulent acquérir. Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un appartement? Mais déjà, la première question, c'est de savoir si le bien est en ordre d'urbanisme, s'il y a des modifications qui ont été faites ou pas, et si ça a été rentré auprès de l'urbanisme, et l'urbanisme est au courant de ça. Parce qu'une modification, par exemple, en théorie, installer un Velux, c'est une modification. Donc voilà. Après, toutes les communes ne vérifient pas ça, mais en tout cas, savoir s'il y a une véranda qui a été construite, est-ce que ça a été déclaré? Donc ça, c'est très important pour pas qu'on se retrouve à devoir payer par la suite un cadastre plus important parce qu'en fait, la piscine ou la véranda n'a pas été déclarée. Donc, est-ce que le bien est en ordre d'urbanisme? Pour moi, c'est une question primordiale. Ça, c'est dans le cadre d'une maison ou d'un appartement. Pour un appartement, déjà demander, l'agent immobilier est tenu de le faire, c'est de présenter les 3 derniers PV des assemblées générales, le compte, je ne reviens plus sur le terme. L'assemblée générale, les 3 assemblées générales. Oui, le compte, les 3 derniers PV des 3 dernières assemblées générales, et vérifier si les comptes sont en ordre, et également s'il y a une procédure en cours contre un des copropriétaires du bien. Donc les frais juridiques peuvent être importants parce qu'ils sont répartis selon les quotités, donc selon la part, la taille de l'appartement. Donc si la copropriété est lancée dans une procédure judiciaire, ça va coûter beaucoup d'argent. Également, toujours par rapport à la copropriété, donc ici dans un lot, dans un appartement qui est dans un immeuble, c'est de savoir s'il y a des travaux prévus. Généralement, les agents immobiliers donnent tous les papiers sont là, c'est à vous de lire, débrouillez-vous, mais bien prendre le temps de lire parce que ici, pour un bien qu'on achète, les charges sont de 100 € par mois. On se dit, je suis bien, 100 €, l'appart, j'ai eu un bon prix, vraiment pas cher, un bon prix, les charges sont seulement de 100 €. Et puis un jour, en 2027, la copropriété dit oui, pour les travaux qu'on a prévus pour 2030, il faut commencer à cotiser, à épargner, chacun selon la taille de son appartement, donc selon la quotité. Chacun doit mettre par mois pendant 2 ans 700 €. Boum, surprise. Donc,
Là, je pense que c'est là, à ce moment-là, que beaucoup de gens veulent vendre. Ah non, moi, je veux plus de ce bien. Et l'information n'est pas transmise. Donc, toujours bien prendre le temps de lire les documents. Aujourd'hui, si effectivement, on vous donne quelque chose, une pile de papier épaisse comme ça, bien prendre le temps de lire. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'aider à aller prendre cette information-là, scanner les documents et à prendre les informations, à retirer les informations essentielles. Donc, bien prendre le temps d'analyser ces documents parce qu'on peut se retrouver avec des surprises qui sont pas agréables. Oui, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça parce qu'il y a justement un jeune couple qui est venu me voir et qui, comme tu l'as dit, s'est retrouvé avec un bien où ils avaient pris un appartement dans une copropriété et n'étaient pas au courant de tout ce qui était planifié. Et se sont retrouvés financièrement dans les difficultés parce qu'ils ont dû participer. C'était la façade qui devait être changée. Voilà. Et donc, ils se sont retrouvés effectivement dans des problèmes financiers. Donc, très bon conseil. Autre conseil que je pourrais également donner, c'est de consulter le voisinage. Les consulter pour savoir déjà comment est-ce que les gens vivent à l'intérieur, mais surtout savoir un peu les informations du quartier. Voilà, ici, je sais que le voisin a fait des travaux 2 maisons plus haut et le système d'évacuation fait qu'en fait, il y a de l'eau qui coule de chez lui et en fait, dans toutes les maisons qui sont après chez lui, il y a une remontée d'humidité. Donc voilà, se dire, voilà, ici, potentiellement aussi des travaux à prévoir, des injections pour stopper l'humidité. Donc tout ça, je pense que c'est par ces petits détails-là, en questionnant un peu le voisinage. Comme je l'avais dit dans l'émission précédente, il y a toujours quelqu'un qui parle. Il y a toujours quelqu'un qui parlera. Et voilà, c'est des questions à poser ici auprès du voisinage aussi lorsqu'on veut acquérir un bien. Voilà, ça c'est l'essentiel. Ok, ça va. Donc là, on a ici, pour récapituler un peu, c'est vraiment la première chose, c'est la localisation. La deuxième chose, c'est de pouvoir demander, dans le cas d'appartements, d'avoir les 3 derniers PV d'Assemblée générale. La troisième chose, c'est vraiment de pouvoir se renseigner sur les travaux à venir au niveau de l'appartement où on est dans les assemblées générales pour ne pas se retrouver avec une surprise. Et la dernière chose, c'est vraiment se renseigner auprès du voisinage. Et on peut rajouter également auprès de la commune et de l'urbanisme pour savoir s'il y a des modifications ou s'il y a des projets à venir dans l'environnement direct du bien. Ça aussi, ça peut être très très utile pour ne pas se retrouver avec... comme je l'avais dit dans l'émission précédente, avec un immeuble juste en face, on perd toute la luminosité et le bien, voilà, au fur et à mesure du temps, il va se dégrader parce qu'il n'y a plus de luminosité, il y aura l'humidité potentiellement. Bref, c'est des petites choses, mais voilà, peut-être la construction d'une gare, je prends un exemple un peu loufoque, mais voilà, ça peut changer. Pour vraiment insister sur l'importance que ça a de pouvoir justement se renseigner auprès de l'urbanisme. Tout à fait. Ok, ben voilà, on a nos 5 conseils. Merci encore. Voilà, Olivier. J'y suis arrivé. Alors Olivier, on va ici avec toutes tes années d'expérience et tout ça. Est-ce que tu aurais des anecdotes ou des histoires à nous raconter qui t'ont marqué durant tant d'années? Il y a plein, vraiment beaucoup d'anecdotes parce que chaque jour était riche d'événements marquants. Mais je me souviens d'une transaction en particulier qui m'a marqué parce qu'il y avait des propriétaires qui étaient en indivision, donc des frères et sœurs, 3 en Belgique et 1 aux États-Unis, de mémoire du côté de Seattle. Ils mandatent pour vendre leurs biens en fixant un prix. Donc le prix est fixé, je fais différentes visites, j'arrive à voir plus ou moins les personnes sérieuses. Un candidat acheteur me fait une offre au prix super. Moi je me dis je rentre à l'agence, boum, j'ai une offre. L'offre est soumise au propriétaire. Les 3 en Belgique répondent assez vite oui, parce qu'ils étaient en Belgique, mais on devait attendre alors celui qui est aux États-Unis avec le décalage horaire, on pouvait avoir la réponse que le lendemain. Et le lendemain, ce dernier répond non.
Moi, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai une offre au prix, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, sa réponse était, oui, si vous avez pu avoir une offre au prix, c'est qu'on peut la vendre plus cher. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, le travail qui a été fait, et ce qui était surtout embêtant là-dedans, c'est qu'en agence, je suis pas seul, je suis en concurrence avec d'autres confrères, d'autres collègues qui sont dans la même agence et qui veulent aussi vendre ce bien. Donc au final, la vente m'est passée sous le nez parce qu'un autre collègue a pu avoir une offre plus importante que le prix qui était convenu. Et là, je me suis dit, bon, voilà, les gens sont pas sérieux, ils sont trop gourmands, ils l'auront jamais au prix. Au final, le bien, c'est quand même vendu bien plus cher que le prix qu'on avait estimé. Donc voilà, bon, ça, c'était un peu en ma défaveur, j'étais pas très content, j'avoue. Waouh! Ça, c'est donc tous ces efforts faits, les visites, etc., pour au final, pour une réponse négative, tout est tombé à l'eau. Clairement, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Il faut l'accepter et passer à autre chose assez vite parce que sinon on reste bloqué dessus. Et est-ce que tu as autre chose aussi que tu as par rapport à l'achat ou au niveau de différentes opérations que tu as pu avoir? Et ça c'était mon premier jour sur le terrain. C'est un événement qui m'a marqué. C'est un candidat acheteur qui voulait absolument un bien. C'était pas pour lui, c'était pour quelqu'un de sa famille. Et premier jour sur le terrain, première visite, on m'a proposé un pot de vin. Donc le candidat acheteur m'a dit, je veux absolument ce bien, je vous donne X milliers d'euros en cash si vous arrivez à me faire avoir ce bien-là. Quelle tentation. Premier jour sur le terrain, mais là Maintenant, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce que tu as fait? Je sais ce que j'ai fait, et je n'ai pas accepté, parce que d'un point de vue moral, je me voyais mal commencer aussi mal, mais à peine rentré à l'agence, j'ai raconté cette histoire à mes confrères, à mes collègues, et ils m'ont dit, voilà, oui, ils ont rigolé en me disant que ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier et qu'il faut pouvoir se regarder dans la glace ensuite. Donc nous ici en tant qu'agent immobilier on est intermédiaire. Le propriétaire vend un bien, il passe par nous et nous on le soumet à des candidats acheteurs et ensuite lorsqu'on a une offre on la soumet au propriétaire et on est juste intermédiaire, donc c'est pas nous qui décidons. Donc penser que moi j'aurais pu influencer le propriétaire à ce niveau-là, c'était un peu malvenu je trouve. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce client? Mais pour finir, il a pas pris le bien, donc il n'a pas pris le bien. Le bien était à quelqu'un d'autre. Et si je peux me permettre, j'ai une dernière anecdote aussi. Bonne leçon d'intégrité. C'est clair. En tout cas, c'était challengeant parce que c'était quand même. Et il m'a montré les billets en plus. Oh, wow. Et dernière anecdote qui, pour moi, est une leçon de vie. Lors d'une visite pour un bien situé à Uccle, c'était un penthouse, très beau bien d'ailleurs. 3 personnes visitent, donc un monsieur avec son épouse. Il me fait une offre, au bout de la visite, une offre au prix. Je me dis super. C'est génial. Bon, moi, j'aime ce genre de choses. J'avais échangé avec le propriétaire juste avant, donc je savais que ça allait passer. Et alors, il me fait l'offre, mais une offre très, très, très précise. Il m'a dit, voilà, l'offre est valable 48 heures et se termine tel jour à telle heure. C'était vraiment carré. Et je soumets cette offre au propriétaire qui l'accepte, bien évidemment. Et alors, ce monsieur me dit, ce bien, vous ne le mettez pas à mon nom. Vous le mettez au nom de mon épouse et de mes 2 enfants. Voilà. Et je me suis dit, waouh. Il m'a dit, oui, non, on a déjà plusieurs biens et ce bien-là, c'est pour ma femme et les enfants. Moi, j'ai déjà d'autres biens et j'ai trouvé ça vraiment. Cette personne m'a marqué. Et alors, on s'imagine cette personne-là, voilà, il a fait une offre comme ça qui est acceptée et il a payé sans conditions suspensives d'obtention de crédit. Donc, ce montant-là, il l'avait. Il avait. Et alors, on s'imagine dans ce cas de figure-là des personnes qui arrivent en Ferrari ou en Bentley. Non, ce monsieur roulant en Nissan. En Nissan. Donc, je veux dire... Donc, il n'avait rien qui était flashy, qui montrait qu'il avait les moyens. Exactement. Et ça, je pense que c'est une leçon de vie parce qu'au final, je me suis dit, voilà... les gens s'imaginent là, les agents immobiliers, oui, ils ont des belles voitures, ils font tout tourner, mais moi, ça a été une leçon de vie, ça m'a permis de ne pas me fier aux apparences, à l'apparence
des personnes qui visitent un bien, parce qu'on ne sait jamais qui on a en face de soi. Je le savais déjà, mais ça a été un rappel. Ça a été un rappel. Donc ça veut dire que beaucoup dans ce milieu, au niveau des agents immobiliers, se fient des fois à l'apparence de la personne, du client qui reçoit. Et je pense que c'est humain des fois aussi. On voit quelqu'un qui n'est pas très bien habillé, chemise par dans le pantalon, le col un peu de travers comme ça, on se dit ouais, celui-là c'est pas un bon candidat, on veut pas trop s'investir émotionnellement et d'un point de vue énergie aussi, et au final on a toujours des bonnes surprises. Donc au final ça nous apprend à traiter le candidat acheteur, candidat locataire de la même manière qu'une autre personne, sans se faire prêter attention à son apparence physique. Ok, super. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à pouvoir dire à ces personnes, d'après ton expérience, bien sûr, toujours, qui voudraient faire ce premier pas et acheter leur premier bien? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire face caméra? Face caméra, bon, je vais essayer. Mais disons que, de toute façon, l'immobilier est une bonne école. Donc, vous ne perdrez rien en essayant, en vous lançant. Et une fois que vous serez dedans, vous allez certainement y prendre goût, mais vous allez découvrir plein de choses. Donc, il faut se lancer. Yes. Il faut poser des questions, il faut se renseigner, chercher les informations, parce qu'il y a une grosse part qui est faite par soi-même. Donc, il faut vraiment aller dans une zone d'inconfort où en fait on va découvrir des choses. Il ne faut pas avoir peur de se dire voilà, ce texte-là je ne le comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire. Donc vraiment aller à la recherche de tout ça et faire le premier pas. Il faut absolument faire sa part. Si on ne fait pas sa part, on stagnera dans cette position où on n'est pas propriétaire, ce qui n'est pas mauvais en soi de ne pas être propriétaire. Mais en tout cas, si on veut aller là-dedans, si on veut devenir propriétaire et avoir son bien pour y vivre, ou en tant qu'investissement, il va falloir se renseigner et se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas et qu'on va devoir découvrir. Et c'est en apprenant toutes ces choses-là que vous allez certainement y prendre goût et ça va vous ouvrir le champ des possibles. Et c'est surtout ça, en fait. C'est pouvoir se dire « Waouh, je découvre un domaine, des termes que je ne connaissais pas et que je découvre. » Et ça, c'est valorisant parce qu'en fait, on se couche moins bête. Et c'est ça qui est intéressant. Merci Olivier. Merci pour ces échanges qu'on a eus. Merci Ogui de m'avoir invité, c'est un plaisir. Vraiment, pour vous qui regardez cette émission et qui êtes sur le point d'acheter, j'espère que vous avez pu vraiment avoir des éléments sur lesquels que vous pourrez utiliser pour cette future acquisition. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère que vous pourrez trouver les différentes réponses dans les autres vidéos qu'on a fait aussi avec Olivier. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci encore, Olivier. Bonne fin de journée. Merci à toi, Guy. Au revoir. À bientôt. Votre